Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Jacobelli, conférencier en dermatologie, je travaille au pavillon Tarnier de l'hôpital Cochin. Et donc c'est moi qui vais vous faire ces deux conférences de dermatologie pour Détroit. J'ai choisi des dossiers qui couvrent, qui brassent l'ensemble du programme, en essayant parfois sur certains dossiers à commencer à être un petit peu transversal et parfois aborder certaines conférences de consensus, même si les dossiers transversaux et les grandes conférences de consensus seront majoritairement abordés en D4. Le premier dossier, vous aviez un jeune nourrisson de 1 an qui avait des lésions qu'on vous décrivait sur les joues, les poignets, les avant-bras, le dos, les fesses, les cuisses, qu'on vous disait comme étant rouges, érythémateuses et vésiculeuses. On vous décrivait une tache sur le front dans un territoire du 5-1, des petits signes dermatologiques que sont la xérose et la kératose folliculaire. Il était fatigué avec une courbe poids-taille encore dans la normale, mais à moins une déviation standard. Il y avait dans la famille des antécédents allergiques. Le diagnostic était simple, il s'agissait d'une dermatite atopique en poussée. Vous avez une question de l'internat de l'ENC qui s'appelle allergie et hypersensibilité cutanéo-muqueuse de l'enfant et de l'adulte. Donc une dermatite atopique en poussée, bien précisée en poussée. On est atopique toute sa vie, mais évidemment, c'est une maladie qui évolue par poussée-rémission. Là, clairement, l'enfant était en poussée. Les critères diagnostiques, vous étiez devant une éruption chez un nourrisson, moins de 2 ans, l'âge de début étant classiquement après 3 mois, avec une sémiologie d'eczéma, des lésions érythémato-vésiculeuses. Si vous révisez votre question d'eczéma, vous verrez que les lésions sont rouges, érythémateuses et vésiculeuses. Dans une topographie d'eczéma, il y avait essentiellement les zones convexes du visage, topographie d'eczéma. Une dermatose prurigineuse, c'est très important. Il y a des dermatoses qui font gratter plus que d'autres. L'eczéma fait gratter. Donc une dermatose prurigineuse sémiologiquement et topographiquement compatible avec un eczéma, avec des petits signes mineurs qui étaient notamment la xérose cutanée, la sécheresse de la peau qui est quasi constante dans la dermatite atopique, et la kératose folliculaire, qui est un critère mineur de dermatite atopique. On me demande si ce que j'appelle dans l'énoncé kératose folliculaire est la même chose que kératose pilaire. La réponse est oui, c'est exactement le synonyme, c'est l'orifice du follicule pilosébacé qui est un petit peu trop kératinisé. Je vous demande la physiopathologie de cette affection, question numéro 2. Vous devez connaître la physiopathologie de certaines pathologies aux questions de l'ENC et la dermatite atopique en fait partie. La physiopathologie, il faut essayer de trouver les mots-clés, c'est du domaine de l'immunologie, vous devez avoir des notions d'immunologie. Comment définir la dermatite atopique d'un point de vue physiopathologique? Premièrement, la définition de l'atopie. L'atopie, c'est une prédisposition génétique multigénique à produire des immunoglobulines E en réponse à des allergènes exogènes d'origine alimentaire essentiellement. Donc, voilà la définition de l'atopie. L'atopie, c'est un concept, ça touche la peau, mais pas forcément. L'atopie de la peau, c'est la dermatite atopique. L'atopie des bronches, c'est l'asthme. Voilà. Premièrement, donc un terrain génétique atopique, cette prédisposition à fabriquer des IgE. Ce qui est difficile à comprendre dans la dermatite atopique, c'est que ces IgE ne sont pas pathogènes. Elles sont le reflet d'une polysensibilisation par voie cutanée. Donc, si vous dosez les IgE à un malade atopique, ils seront élevés. Mais ce n'est pas ces IgE qui vont donner les lésions d'eczéma. Il y a deuxièmement des facteurs immunologiques qui sont d'une part génétiques. Notre système immunitaire, selon tel ou tel individu, agit différemment. Vous devez avoir des notions d'une balance TH1, TH2. Les lymphocytes T helper CD4 peuvent être polarisés TH1 vers la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires ou TH2 vers la sécrétion de cytokines induisant la production d'anticorps. La balance penche vers le TH2 dans la dermatite atopique, avec notamment sécrétion d'IL4, d'IL5, d'IL13 qui orientent vers la synthèse d'IgE. Mais il y a aussi des facteurs immunologiques environnementaux. Le système immunitaire ne réagit pas pareil selon que l'on vit dans des pays tempérés sous nos latitudes ou dans des pays plutôt tropicaux, avec un accès aux soins moins fréquent et une pression de sélection antibiotique comme on peut avoir dans des pays tempérés, des pays développés, polarise plutôt vers le pôle allergique TH2. Si vous prenez un enfant né en Afrique, on fait beaucoup moins de pathologies atopiques. Par contre, si l'enfant vient vivre sous pays tempéré, il récupère un risque d'atopie partielle en vivant sous nos latitudes. Très important, en plus de ces deux facteurs, il faut une anomalie de l'épithélium cible. L'épithélium cible dans la dermatite atopique, c'est évidemment la peau. Cette peau est anormale, elle est trop perméable. Vous savez que la peau joue une fonction barrière entre le soi, l'intérieur, et le non-soi, l'extérieur.
Normalement, la peau est une formidable barrière qui, dans la dermatite atopique, joue moins bien son rôle, elle laisse passer des allergènes. Donc il y a une anomalie de la fonction barrière cutanée, incluant l'axérose, d'accord, et également des anomalies protéiques, parfois d'origine génétique, avec notamment des mutations d'une protéine de cohésion cutanée qu'on appelle la filagrine. Terrain génétique, facteur immunologique, anomalie de l'épithélium cible et un facteur déclenchant qu'on ne retrouve pas toujours, mais le fait d'avoir une grippe, une gastro, prendre un médicament, avoir un changement de température, un changement d'humidité peut déclencher une dermatite atopique sur tout ce terrain prédisposant. Il en résulte, lorsque l'allergène passe la barrière cutanée, la captation de cet allergène par les cellules présentatrices, la migration au ganglion, puis l'afflux lymphocytaire, la réaction inflammatoire via le ganglion classique. Question numéro 3. Quel traitement débutez-vous dans l'immédiat? La dermatite atopique en poussée, le traitement de référence, ce sont les dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes, c'est une classe pharmacologique que vous devez parfaitement savoir. Vous devez savoir qu'il existe en général des dermocorticoïdes forts, par exemple vous retenez le Dermoval, des dermocorticoïdes de classe moyenne, diprozone, nérizone, des dermocorticoïdes de classe faible, tridésonite ou locapred. Un enfant qui a une dermatite atopique en poussée, il ne faut pas hésiter à taper vite et fort avec un dermocorticoïde de classe moyenne, par exemple diprozone, une application par jour pendant une semaine, en précisant le nombre de tubes sur l'ordonnance, minimum un tube de 30 grammes, éventuellement à renouveler. Sur le visage des enfants, on n'aime pas trop les classes moyennes, on met plutôt des classes faibles, par exemple tridésonite, un tube de 30 grammes, une application par jour pendant 7 jours. Il est impératif, étant donné que la xérose cutanée fait partie de la physiopathologie de la dermatite atopique, d'utiliser des émollients. Vous apprenez 2 ou 3 noms d'émollients, cérate gallien, Dexeryl, cold cream, à appliquer quotidiennement, de manière pluriquotidienne, à volonté. Autant les dermocorticoïdes, c'est une application en couche mince le soir sur les lésions uniquement, autant l'émollient, c'est à volonté plusieurs fois dans la journée sur l'ensemble du corps. Votre ordonnance doit aussi comporter un antihistaminique, notamment par exemple de la polaramine en sirop ou du Primalan, le temps que les dermocorticoïdes agissent. Le meilleur antiprurigineux dans la dermatite atopique, ce n'est pas les antihistaminiques, ce sont les dermocorticoïdes. N'oubliez pas de prescrire un nombre de tubes limité lorsqu'on vous demande une ordonnance. On vous dit parfois, on me demande la classification des dermocorticoïdes qui est parfois un petit peu compliquée. Vous savez qu'il y a une classification maintenant internationale qui supplante l'ancienne classification des dermocorticoïdes. Actuellement, celle que vous devez connaître, c'est la classification internationale avec des chiffres qui correspondent aux classes. Les classes fortes, c'est les dermocorticoïdes de classe 4. Les classes moyennes sont les dermocorticoïdes de classe 3. Les classes faibles, c'est la classe 2. La classe très faible, c'est la classe 1. Je vous déconseille de la prendre puisque les dermocorticoïdes de classe 1 sont très rarement utilisés en dermatologie car peu efficaces. Et le but d'un dermocorticoïde, c'est de taper vite et fort. Je vous demande une question numéro 4. Quand revoyez-vous l'enfant et dans quel but? Pourquoi la dermatite atopique est maltraitée actuellement de nos jours? Simplement parce que on ne revoit pas les patients, d'accord? L'enfant doit être revu à une semaine. Pourquoi? Premièrement, il est malade, il a du mal à dormir, il se gratte beaucoup, il est fatigué, il mange moins bien, d'accord? Il faut voir le retentissement sur l'état général à une semaine, d'accord? Donc, d'une part, état général. Deuxièmement, voir l'efficacité de votre traitement sur les lésions. Il doit être blanchi à peu près à une semaine ou au moins nettement amélioré. Quantifier le nombre de tubes, parce que si vous voulez, si la maman vous dit ça ne marche pas vos crèmes docteur, mais qu'elle a mis 1/10 du tube en une semaine, vous lui dites non, cet enfant n'est pas traité. Si elle a vidé le tube en 2 jours et fait déjà 3 renouvellements en une semaine, c'est qu'elle en a peut-être mis un petit peu beaucoup. Donc, quantifier le nombre de tubes. Apprécier donc la compliance, l'efficacité du traitement, la tolérance, vérifier qu'il n'y ait pas de folliculite, par exemple bactérienne, cortico-induite, sachant que l'atrophie cutanée survient après des mois et des mois d'utilisation. Pourquoi revoir l'enfant également? Parce qu'il va falloir lui expliquer comment décroître. Vous savez qu'il est logique de prescrire une décroissance progressive des applications de dermocorticoïdes, mais il ne faut les débuter qu'après blanchiment. Votre but à une semaine, c'est de voir si l'enfant est blanchi. Si c'est le cas, on diminue progressivement à une application un jour sur 2 pendant 10 à 15 jours. Parfois, on peut diminuer encore plus lentement, 2 fois par semaine pendant 10-15 jours. Si votre enfant n'est pas blanchi à une semaine, vous continuez une fois par jour jusqu'à blanchiment où vous augmentez la classe pharmacologique vers un dermocorticoïde plus fort. Quelles recommandations générales faut-il faire aux parents?
La dermatite atopique, je vous expliquais le traitement d'une poussée, d'accord? Cependant, en dehors de la poussée, le but c'est d'éviter les poussées se répètent, d'accord? Les parents doivent comprendre que c'est une maladie chronique, d'accord? On en guérit avec le temps, le plus souvent à l'adolescence ou jeune adulte. Il faut dire que c'est une maladie qui, dans la grande majorité des cas, va guérir. La peau va se sensibiliser, puis l'enfant ne va plus faire de poussée, mais il faut être patient. Donc maladie chronique. Bien différencier le traitement de la poussée, les dermocorticoïdes et les émollients, et le traitement de fond, hors poussée, qui ne sont que des émollients, plus plein de petites mesures adjuvantes associées. Comment on lutte contre différents facteurs favorisants? Premièrement, lutter contre la xérose cutanée, donc les émollients quotidiens, et également humidifier l'appartement. Évidemment, la peau de l'enfant sera plus hydratée avec un taux d'humidité à plus de 50% qu'un taux d'humidité à 30%. Donc on peut privilégier des humidificateurs d'air ou bien un verre d'eau à côté du radiateur pour augmenter le degré d'hygrométrie dans la maison. Lutter contre l'irritation cutanée. Premièrement, en luttant contre le prurite, les dermocorticoïdes et les antihistaminiques, en utilisant des savons sur gras. Éviter la laine, pas d'assouplissant, ces deux facteurs étant irritants pour la peau. Et n'oubliez pas que vous traitez un enfant qui a une dermatite atopique, mais vous traitez une atopie en général. Donc évitez tout ce qui est potentiellement irritant autrement que sur la peau. Par exemple, le tabac pour les bronches, puisqu'un enfant atopique a plus de risque de faire de l'asthme. On lutte contre la surinfection, premièrement bactérienne, bien nettoyer et couper les ongles pour éviter l'impétigo, et bien lutter contre le prurite pour éviter l'inoculation bactérienne. Lutter contre la surinfection virale, vous savez que l'herpès simplex virus adore la plaque d'eczéma, donc on doit contre-indiquer une dermatite atopique en poussée, ne doit pas être en contact avec un sujet porteur d'herpès. La prévention allergénique, éliminer tous les contacts avec des animaux à poils potentiellement allergéniques, dépoussiérer l'appartement, traiter anti-acarien, tout ce qui est moquette, tapis, s'ils sont présents au domicile. La diversification alimentaire tardive, après 6 mois, enfin, du moins à partir de 5-6 mois, fait partie des mesures de prévention allergénique pour tout ce qui est trophallergène. Le calendrier vaccinal, et ça fait partie de la conférence de consensus, il est normal. On peut faire une petite poussée après un vaccin, mais il n'y a pas d'indication à modifier le calendrier vaccinal. On me demande si les patients porteurs d'un herpès doivent formellement éviter les enfants atopiques. La réponse est oui, à condition que l'enfant soit en poussée. Un enfant atopique qui n'a pas de plaque d'eczéma actif ne va pas greffer de l'herpès dessus. C'est une dermatite atopique en poussée où l'herpès peut se mettre dessus et entraîner ce qu'on appelle un syndrome de Kaposi-Juliusberg. La question numéro 6. Le père vous demande si un régime alimentaire particulier est nécessaire. Que lui répondez-vous? La réponse est non, il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Les tests allergologiques ne sont pas indiqués en première intention dans la dermatite atopique. Ils ne vont être indiqués qu'en cas de cassure de la courbe saturopondérale. On vous dit qu'il a moins une déviation standard, on ne vous dit pas qu'il a cassé. En cas de syndrome digestif, diarrhée chronique, d'accord, c'est pas la petite gastro, mais la diarrhée qui se répète sur plusieurs mois. Et les tests allergologiques en général sont aussi indiqués en cas d'association de pathologies immunologiques comme urticaire, œdème de Quincke, eczéma de contact avec une dermatite atopique, ou bien en cas d'asthme associé à une dermatite atopique où des prick tests peuvent être licites. Donc on mettra en place un régime d'éviction alimentaire qu'en cas de mise en évidence d'un allergène par des tests allergologiques si tant est qu'ils ont été indiqués. L'alimentation et la dermatite atopique, je répète, diversification alimentaire tardive après 5-6 mois. Il y a quelques années, on diversifiait des 3-4 mois. Maintenant, c'est plutôt vers 5-6 mois. Mais ça, c'est valable pour tous les enfants, atopiques ou non. Question numéro 7. L'enfant a un angiome plan. On vous parle d'une tache violette dans le territoire du 5-1 congénital qu'il fallait considérer comme un angiome plan. Vous avez une question de l'internat qui s'appelle angiome. Au sein des angiomes, vous devez connaître les angiomes congénitaux comme l'angiome plan, qui est une tache maculeuse rouge-violette. Il y a d'autres types d'angiomes, les hémangiomes, qui sont des lésions qui apparaissent après la naissance, bourgeonnantes, pseudotumorales, puis une phase de plateau, puis une régression complète. Ce sont les hémangiomes infantiles. Vous avez d'autres types d'angiomes à connaître, les malformations artério-veineuses, les lymphangiomes kystiques, les dysplasies veineuses. Ici, il fallait poser le diagnostic devant la lésion plane, maculeuse, rouge-violette, congénitale d'un angiome plan. La difficulté ici, c'était de considérer que c'est un angiome plan potentiellement dangereux à risque d'atteinte sous-jacente méningée ou oculaire.
dans ce qu'on appelle le syndrome de Sturge-Weber. Donc vous deviez demander une IRM cérébrale pour chercher un angiome méningé et un examen ophtalmologique afin de chercher un glaucome qui peut être causé par un angiome choroïdien. On peut faire des IRM aux enfants, c'est fait dans des centres spécialisés, parfois sous anesthésie. Mais voilà, savoir que l'angiome plan en général, c'est tout à fait bénin dans la grande majorité des localisations et souvent ça ne régresse pas avec le temps, mais ça peut se traiter par laser colorant pulsé. Dans cette topographie du 5.1, éliminer cette pathologie syndromique qu'est le syndrome de Sturge-Weber-Crabbe.